Pour ce qui concerne 1965, il serait difficile de comprendre ce qui s'est réellement passé en 1965, au mois d'octobre, si vous n'avez pas toute l'historique de la crise ethnique ou ethnico-politique au Burundi. Je voudrais d'abord rappeler que les Barundis ont voté en 1961. Ils ont voté pour un État indépendant, un État unitaire, qui, d'après les discours, les écrits du prince Louis Rwagasore, un État qui ne devait pas ressembler à l'État du Rwanda de 1959, qui ne devait pas être troublé comme fut le Congo en 1961-62. Et tous ceux qui ont milité pour cette situation sont parmi ceux qui ont composé l'Assemblée nationale de 1961 et le gouvernement de 1961. Ils s'étaient promis et ils avaient travaillé ensemble pour garder l'unité des Barundi. Rwagasore ne disait-il pas: je ne vais pas vous demander de voter pour un Hutu parce que Hutu, je ne vais pas vous demander de voter pour un Tutsi parce que Tutsi. Et parmi ceux qui l'ont aidé à gagner, les principaux sont ou étaient, parce que la plupart sont décédés, Mirere Kanopol, Benyuje, Gendanumwe Pierre, Bamina Joseph, Tade Sidiou Yomonsi, Valentin Bangumuhari, Muhirwa André et d'autres. Je cite cela parce que la plupart de ceux que je viens de citer vont malheureusement être les acteurs de la division du peuple murundi. Le peuple murundi a été divisé par la trahison de ceux qui ont mis en place les deux groupes dits Moronvia-Casablanca, qui vont petit à petit prendre les lignes de division ethnico-politique. Certains, dit-on, diront que ils me refusent de prendre cette place parce que je suis Hutu. D'autres diront: nous ne voulons pas être gouvernés par un Hutu, des choses comme ça. Mais comment se fait-il que, ayant été des compagnons de Rwagasore, ils puissent dévier de cette façon? Je ne serai donc pas de ceux qui vont parler pour Casablanca ou parler pour Moronvia, loin de là. Rwagasore avait une ligne idéologique qui peut encore aujourd'hui nous aider à résoudre nos problèmes. Après sa mort, il y a eu beaucoup de tractations, tant au niveau du parti qu'au niveau du gouvernement, pour telle place ou telle autre place.
les premières frictions se feront en 1963 avec l'emprisonnement par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur de Milele Kanopol, qui était vice-président, un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Il y avait à ce moment-là des problèmes entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Tadesse Diomou aussi, pour ceux qui veulent savoir la prétendue ethnie, Tadesse Diomou aussi était un Tutsi, mais c'est lui qui a fait libérer Milele Kanopol. Parce qu'à ce moment-là, les clivages ethnico-politiques n'étaient pas encore suffisamment forts. C'était des problèmes au sein d'un même parti, l'UPRONA. Les clivages vont s'accentuer d'abord lorsque le Premier ministre qui a remplacé le Premier ministre Muhirwa, Ngendanumwe Pierre, a été désigné. Il y a eu un problème au niveau de l'Assemblée pour son investiture, mais Mwambutsa s'est imposé et Ngendanumwe a pu travailler. Il a d'ailleurs mis en place, en concertation avec le président du parti de l'époque, Bamina, qui avait remplacé Nougou, André. Ils ont organisé donc des colloques à Gitega pour essayer de résoudre ce problème de Casablanca-Moronvia. Ce problème de Casablanca-Moronvia a perduré et a fait en sorte qu'ils prennent la ligne ethnico-politique. Moronvia fut déclaré des Hutus, Casablanca fut déclaré des Tutsis. Mais au début, que ce soit dans le groupe de Moronvia, il y avait des Tutsis, ou que ce soit dans le groupe de Casablanca, il y avait des Hutus. Ça s'est fait de façon progressive et le clivage a véritablement éclaté, surtout après l'assassinat de Pierre Ngendanumwe, où certains politiciens, justement, ont prétendu que c'était des Tutsis de Casablanca qu'il avait tués. Mais je voudrais amener un aspect dont les hommes politiques du Burundi ne tiennent pas souvent compte. Ce sont les influences étrangères. À cette époque-là, il y avait sur le plan international la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Il se faisait la guerre par petits pays interposés. Et au Burundi, au Congo, cela n'a pas manqué, parce que la crise du Congo, après l'assassinat de Lumumba, a eu des répercussions au Burundi. Et ces répercussions sont lesquelles? D'abord, le Premier ministre Ngendanumwe, juste après sa nomination, a ouvert une ambassade de Chine au Burundi. Ça, c'était un crime pour les États-Unis et la Belgique. La Belgique pensait que Ngendanumwe pourrait être manipulé dans le sens qu'ils avaient fait au Rwanda, mais ce ne fut pas le cas. Il y a eu en 1964 une crise
qui a poussé Ngendandumwe à démissionner pratiquement. C'était encore une fois une crise entre l'Assemblée et le gouvernement, parce qu'au niveau de l'Assemblée, certains députés voulaient que le gouvernement, que le Premier ministre se débarrasse de 3 ministres d'origine Hutu. Mais Ngendandumwe a refusé et il a préféré démissionner. Le Mwami de l'époque a désigné Nyamoya Albin comme Premier ministre, ce qui n'a pas contenté le camp d'Emile Kano, qui pensait que c'était l'un des leurs, Mouronvia, qui devait succéder au Premier ministre. Je rappelle ici que lors des élections au niveau du parti UPRONA, Milere Kano tenait à tout prix à être lui le président de l'UPRONA parce que, disait-il, c'était lui que Rwagasore avait désigné, et les autres ont dit non, vous ne pouvez pas être désigné comme ça, il faut plutôt qu'on passe par les élections. Les élections ont eu lieu, et ces élections ont porté à la tête du parti UPRONA M. Bamina Joseph. M. Bamina Joseph, soit dit en passant, est tout aussi Hutu que Milere Kano. Et donc, ceux qui mettent en avant ce prétexte-là, je ne sais pas s'ils vont mesurer la quantité de Hutu qu'il y a entre Milere Kano et Bamina pour les différencier. Mais c'est toujours des prétextes, bien évidemment, pour continuer la division entre les Bahutu et les Batutsi. En 1964, il y a eu une crise entre les États-Unis et la Chine au Burundi. Un espion chinois qui travaillait pour l'ambassade de Chine, mais qui était aussi payé par les Américains, a fui de l'ambassade de Chine à l'ambassade des États-Unis. Ce fut une crise majeure qui a affecté la politique au Burundi. Et les États-Unis et la Belgique ont fait pression sur le Mwami Mwambutsa IV pour faire partir le gouvernement Nyamoya, parce que c'était un gouvernement qui aidait quelque part la rébellion mouléliste. On sait que soit Pierre Moulélé, Laurent Désiré Kabila et Soumialo venaient souvent au Burundi entre 63 et 64 et une partie de 65. Le gouvernement Nyamoya a été dissous et le roi a choisi de nouveau Pierre Ngendandumwe. Il a choisi de bonne foi parce qu'il se disait que Ngendandumwe n'est pas très tranché entre Casablanca et Moronvia. Ngendandumwe est compétent, il n'est pas ethniste, il est surtout nationaliste et tout ça. Mais il a oublié une chose, c'est cet aspect extérieur dans la politique du Burundi, cette guerre entre l'Est et l'Ouest qui affectait la politique interne du Burundi. Les Américains n'avaient pas oublié que c'était Ngendandumwe qui avait ouvert l'ambassade de Chine au Burundi. Et pour eux, le ramener comme Premier ministre
C'était un crime de lèse-majesté. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser de côté ce qui s'est dit aussi dans les milieux de Casablanca. Il y a certaines personnes qui exigeaient d'être dans le gouvernement, que sinon ils allaient commettre l'irréparable. Et tout cela montre le contexte dans lequel Ngenda Noumwe a été désigné Premier ministre. C'était vraiment un contexte très bouillonnant, que ce soit en interne, que ce soit par rapport à l'extérieur. Et l'assassinat de Ngenda Noumwe a précipité deux choses importantes. La première chose, c'est que les politiciens de Casablanca ont été arrêtés et ont été accusés d'être les assassins de Ngenda Noumwe. La deuxième chose importante, c'est cette tension qui augmente entre les politiciens Bahutu et les politiciens Batutsi. À tel point que même Bamina, qui était à un moment de Casablanca, s'en détache aussi progressivement pour dire ce sont les gens de Casablanca qui l'ont assassiné. C'est ainsi qu'on se dirige vers la deuxième élection au sein de l'UPRONA, après l'indépendance, au mois de mai 1965. Ces élections vont prendre des allures de vote ethnico-politique. Cela va amener qu'à la lecture des résultats, on ne va pas dire que c'est l'UPRONA qui a gagné contre le PP, parce que le PP, le Parti du Peuple, est toujours là, avec même sa ligne politique ethnique. Mais les résultats vont être présentés comme la victoire des parlementaires Hutus contre les parlementaires Tutsi. À tel point que même Tadesse Moussi, qui avait été président de l'Assemblée, qui avait aidé Milere Kano, n'a pas été élu dans sa circonscription. Et une erreur, mais qui entre dans les calculs de la houtisation des institutions, c'est que l'Assemblée nationale qui va être mise en place va voter comme bureau de l'Assemblée essentiellement des parlementaires Hutus. Et là, ça va tirer une sonnette d'alarme chez le roi, d'une part, mais chez aussi les politiciens dits Tutsi, comme quoi, pour eux, c'est fini, ils n'auront plus la possibilité d'avoir un mot à dire au niveau des lois et tout ça. Le Moami va faire une chose qui sera mal perçue par les politiciens hutisans. Au vu de tous ces problèmes-là, lui, il se dit, dans sa logique de Moami ou Moganois, qu'il faudrait qu'il mette en place un gouvernement qui soit orienté vers la recherche de l'union nationale qui est en train de se perdre. C'est ainsi qu'il va désigner Bihumugani Léopold, son cousin, ou Moganois, comme Premier ministre. Les politiciens hutisans de Monrovia qui s'attendaient à ce qu'ils mettent un Mohutu de leur camp comme Premier ministre vont
être fâché encore plus. Et c'est là où j'interpelle Ndaïchalié quand il dit la colère des paysans de Boussangana. Non, non, la colère a commencé chez les politiciens houtisans de cette époque-là, qui vont donc, à partir de là, chercher à se débarrasser du pouvoir qu'ils considèrent comme étant un pouvoir Tutsi, parce que le roi n'a pas voulu suivre ce qu'il voulait. Mais ce pouvoir dont il parle a des institutions. Et si on regarde les institutions de cette époque-là, le parti UPRONA lui-même est dirigé par une personnalité d'origine Hutu, Bamina Joseph. L'Assemblée nationale est à majorité Hutu et le bureau de l'Assemblée est complètement Hutu. Le gouvernement que Bihumugan et Léopold met en place, la majorité de ses membres sont d'origine Hutu. L'armée, la gendarmerie sont plus ou moins équilibrés, mais le gros des troupes est en majorité Hutu, et ça ne peut être que ça dans notre pays. Cet argument-là, pour moi, ne compte pas vraiment, parce que s'ils avaient voulu travailler comme il faut, comme Rwagasore leur avait demandé de travailler, ils auraient travaillé pour le pays et pas pour se chamailler pour telle ou telle place. Parce que je n'ai pas cette place-là, tout va sauter. C'est grave. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé, cette préparation s'est faite. Je voudrais faire tout ce rappel pour que les gens comprennent la logique qui est suivie jusque-là. Le coup d'État est organisé, le coup d'État est accompli. Les gendarmes et certains militaires vont attaquer le palais royal. Les camps militaires sont occupés pendant au moins plus de 3-4 jours. À cette époque-là, l'armée, la gendarmerie avaient encore la présence de Belges dans des fonctions importantes, dont l'état-major de l'armée, qui était tenu par le colonel Verwoyen. Je vous assure, si le colonel Verwoyen avait suivi la politique qui avait été faite au Rwanda par le colonel Logiste, il aurait pu. C'était lui le chef de l'armée, c'était lui qui pouvait commander les différents camps. Et c'est lui qui a appelé les commandos de Gitega, dirigés par le capitaine Rusigapol à l'époque, pour venir en renfort à Bujumbura et mater les rebelles qui s'étaient emparés des principaux camps à Bujumbura. Et c'est ainsi que le coup d'État fut annihilé. J'ai oublié de signaler les responsables de l'armée et de la gendarmerie. Dans la recherche de l'équilibre de Mwambutsa, il avait mis une personnalité d'origine Hutu, Serukwavu, à la gendarmerie, une personnalité d'origine Tutsi, Michombero, à l'armée. Serukwavu, qui était parmi les principaux initiateurs de la rébellion, va fuir pratiquement vers 6h, 7h du matin,
quand il a vu, un, que le palais n'avait pas été pris, deux, que le colonel Verwoyen avait décidé de mater les rebelles qui avaient pris les camps. Il s'est rendu compte que le coup d'État était foutu et il s'est réfugié au Rwanda. Donc on pourrait se demander pourquoi au Rwanda? Est-ce que justement il n'y avait pas des contacts entre le Rwanda et certains politiciens et militaires ou gendarmes au Burundi? D'autant plus que Milere Kanopol, qui est aussi parmi les instigateurs, après son arrestation et sa libération en 1963, avait passé plusieurs mois au Rwanda. On ne peut pas passer des mois dans un pays sans être influencé quelque part. Et justement, les méthodes qui ont été utilisées à Busangana et Bukeye ressemblaient beaucoup aux méthodes qui avaient été utilisées en 1959 au Rwanda. Et justement, ici, à Busangana, le président de la CDR affirme que la population réagissait à la condamnation à mort et à l'exécution de M. Paul Birekano. C'est vrai cette chronologie? Ce que a raconté M. Pierre Ndaïchaye, Pierre Claver Ndaïchaye, sur ce qui s'est passé à Bukeye et Busangana, c'est vraiment ne pas tenir compte de la chronologie des événements, mais aussi de cette logique qui s'est prolongée depuis 1962 jusqu'à 1965, qui ont fait monter les tensions ethnico-politiques au niveau des hommes politiques. La chronologie, c'est laquelle? Milere Kano quitte le Burundi, va au Rwanda. Il fait en sorte qu'il y ait une jeunesse nationaliste, non plus Rwagasore, mais Milere Kano, dans sa région natale. Il se fait élire en 1965 en son absence. Il revient après les élections parce qu'il pense que les choses doivent aller comme il le souhaitait. D'abord, qu'il y ait une mainmise totale sur les institutions par le groupe Moronvia. Le Mwami Mwambutsa met les bâtons dans les roues en nommant un Premier ministre qui ne vient ni de l'UPRONA, ni des Bahutu ou des Batutsi, pour essayer de chercher l'équilibre. Et il se précipite alors à faire le coup d'État. 19 octobre 1965, le coup d'État est déclaré, et en même temps, à Busangana, les premières victimes tombent. Les premières victimes de cette guerre ethnico-politique sont d'origine Tutsi. Il aurait reproché à ce moment-là, tenez bien, que le Mwami vient d'être attaqué par les Tutsis. C'est ça qui est propagé. Et ça, je ne sais pas si Pierre Claver va le dire, mais c'est réellement cela qui est dit. Et Milere Kano n'est pas encore exécuté. L'exécution ne peut pas se passer le jour de leur arrestation, parce qu'il y a eu un procès qui a pris du temps. Et vraiment, je ne sais pas ce que les gens poursuivent en se
détachant de la vérité. Ce n'est pas dans l'intérêt du pays, et je ne pense pas que ce soit même dans leur propre intérêt. Ils ont un devoir national. Ils ont un devoir historique, s'il vous plaît. Les commissions vérité-réconciliation dans beaucoup de pays ont amené la paix. Mais là, ce n'est pas la paix qu'ils sont en train d'amener. Ce n'est pas la réconciliation qu'ils sont en train d'amener. Donc, si nous regardons très bien la chronologie, on peut mettre complètement en cause ce que M. Ndayishimiye est en train de donner à la population du Burundi. Les jugements ont été faits, ils sont écrits, on peut les visiter, on peut les consulter. Ce que les avocats à l'époque ont reproché à ce jugement, c'est que, un, ils disent qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer la défense. Tout ça est écrit. Deux, qu'ils auraient pu leur donner une autre chance de plaider. Mais il s'agit ici d'un coup d'État. Il s'agit ici de crimes contre l'humanité. Des personnes meurent pour leur ethnie. Et c'est normal que ce soit pratiquement une cour martiale qui s'en occupe. Mais le fait est là, c'est la vérité. Il a parlé du gouverneur ou du bourgmestre Nzobaza, mais il aurait pu demander pour qui Nzobaza travaillait, pourquoi il s'est précipité à dire les Tutsis doivent mourir. Si, comme on dit à Gashavu, ces Tutsis avaient tué qui? Ces Tutsis avaient fait quoi? Et tout le temps, tous ces crimes au Burundi, fomentés par quelques individus, se tournent contre des innocents, qu'ils soient Hutus ou qu'ils soient Tutsis. Je pense que si la Sévère devait faire un travail comme il faut, il devrait beaucoup plus se préoccuper de la vérité à dire aux familles de ces innocents. Ce ne sont pas des Bahutus qui tuent, ce ne sont pas des Batutsis qui tuent. Mais ce sont des Bahutus et des Batutsis qui meurent pour leur identité mise en avant. Ceux qui tuent, c'est toujours des petits groupes. Nous avons parlé de Casablanca, nous avons parlé de Moronvia. Qu'est-ce que le paysan de Tchendajuru, de Rumongue ou de je ne sais pas où dans notre pays, c'est ce qu'est Casablanca, c'est ce qu'est Moronvia. Ces politiciens, eux, le savent. Ils savent pourquoi ils se sont dénommés comme ça. C'est leur préoccupation d'avoir tel ou tel poste qui nous amène tous ces problèmes. Parlons des innocents. La Sévère pour la réconciliation devrait parler des innocents. Ils sont tous dans la même situation. Ce Mututsi, ce Muhutu, tous paysans qui meurent à ce moment-là sont innocents, s'il vous plaît. Ils sont trompés par les gens d'en haut, la plupart du temps, ou ils sont victimes tout simplement de ce qu'ils ne savent pas. C'est ça la recherche de la vérité, c'est ça la recherche de la réconciliation. Se détacher de la vérité, vous n'amenez rien de bon à ceux qui ont perdu les leurs. Ces gens-là ne vont pas ressusciter.
Mais ceux qui sont vivants aujourd'hui, pourquoi devraient-ils continuer à mourir à cause de ce qui s'est passé il y a tant d'années? Pourquoi? Parce que des gens comme ceux qui dirigent la Sévère se préoccupent essentiellement de chercher les auteurs de façon globalisante de ces morts d'innocents. S'il vous plaît, changez de tactique, changez d'orientation. Voilà ce que je pouvais dire sur ces événements de 1965 pour essayer de rétablir la vérité. Les innocents sont morts. Les auteurs du coup d'État sont connus, c'est écrit. Les auteurs de la répression sont aussi connus, c'est écrit. Chercher la vérité, chercher la réconciliation, c'est la seule chose qui peut aider ce pays. Je voudrais, en terminant, interpeller quand même le gouvernement du Burundi. Je suis parmi les signataires de l'accord d'Arusha. Nous avons longuement discuté sur ces choses-là, sur tous ces mensonges, et c'est pour ça que nous avons décidé qu'il devrait y avoir une commission vérité-réconciliation. Aidé en cela par beaucoup d'autres expériences de par le monde, dont l'expérience de l'Afrique du Sud. Si le gouvernement continue à appuyer ce qui est en train de se faire au niveau de la Sévère, à appuyer des discours qui renforcent malheureusement ces divisions ethnico-politiques, ce n'est pas la paix et la réconciliation que vous allez nous amener, c'est de perpétuels problèmes. Vous n'aurez ni la paix au niveau du gouvernement, vous n'aurez ni la paix chez ceux que vous avez chassés. La vérité est une, elle est burundaise. Et cette vérité-là, c'est qu'il y a eu des morts. La ligne de la vérité et de la réconciliation devrait être la préoccupation principale pour réellement ramener la paix au Burundi. En 2000, quelques jours avant, ou quelques mois avant la signature de l'accord d'Arusha, j'ai écrit un document dont le titre est « Les rendez-vous manqués entre Burundais ». Et j'ai interpellé mes compatriotes sur le rendez-vous manqué de la vérité. Je disais à cette époque-là, et je vais interpeller encore une fois, est-il si difficile de refuser la globalisation qui fait de tout Tutsi un dominateur et de tout Hutu un génocidaire? Est-il si difficile de reconnaître que les Bahutu ont été exclus à certaines époques de notre histoire, mais que des Batutsi l'ont été aussi, non par des Tutsis, mais par des pouvoirs monarchiques, la caste Bahima par exemple, et autocratiques sur base de régionalisme et de clanisme? Est-il si difficile d'accepter que des actes de génocide ont été commis
en 1972 par la rébellion contre des populations Tutsi et par le pouvoir en place contre des populations Hutu, est-il si difficile d'accepter que l'élimination en 3 jours de 60% de la population Tutsi de Karuzi en 1993, que brûler vifs 70 élèves à Kibimba découle d'actes de génocide? Est-il si difficile d'admettre que les expériences démocratiques au Burundi, 1965-1993, ont montré qu'il était possible d'exclure totalement les Batutsi de la vie politique? Oui, cela peut être difficile. Si on se sent coupable, si on cautionne ce qui a été fait, si on est prêt à recommencer à la moindre occasion. Ne ratons pas le rendez-vous de la vérité si nous voulons offrir à ceux qui nous attendent la quiétude qui leur manque depuis si longtemps. Malheureusement, le travail actuel de la CVR nous montre qu'il est encore difficile, pour certains, de comprendre cette ligne de la vérité et de la réconciliation, et que cette quiétude n'est pas pour aujourd'hui, si cette CVR continue ce travail.